Donc, petit changement d'horaire. Stéphanie Labelle étant sur la route actuellement, un petit peu en retard. On a fait l'inversion avec Martin Junot. Merci. Alors, ce sera une leçon pour Stéphanie, ne jamais changer ses pneus d'hiver avant la fin d'avril. OK? Ce que j'ai respecté. Donc, aujourd'hui, Martin allait jouer à l'entour de la peau. Plusieurs ont vu, je pense, Martin à la télévision. Moi aussi, on s'est croisés quelques fois. Il a tellement bien fait ça en plus, hein? J'ai fait mon possible. On donne toujours notre 110 %. Mais bon, ne jamais enlever la peau d'une poitrine de porc. Très important. Je l'ai après mes dépens. Donc, Martin, au Pastaga. Le Pastaga, oui, Qu'est-ce on est que ouvert. Hein? Philosophie derrière ça? Le but en ouvrant le Pastaga, c'était peut-être d'ouvrir quelque chose qui pouvait ressembler à un bar à vin parisien. C'est les genres d'endroits où je me tiens quand je vais en Europe, quand je vais à Paris. Et puis j'aimais ça, j'aime l'esprit, dans le fond, d'espèce de mettre en valeur le vin. Dans ce cas-ci, c'est du vin nature. Du vin nature, donc c'est pas nécessairement biologique, c'est pas nécessairement biodynamique, mais la plupart l'est de toute façon. Du vin nature, tu le sais, c'est quoi? Du vin nature, c'est juste du raisin, en fait. Donc, il n'y a absolument aucune levure d'ajoutée, c'est pas collé, pas filtré. Il n'y a aucun ou presque intervenant humain, à part la cueillette du raisin, bien sûr, la fabrication même du vin, l'élevage et puis la mise en bouteille par la suite. Vin nature, pour moi, ça se rapproche énormément de ma philosophie en cuisine, c'est-à-dire que c'est souvent des petits producteurs, donc une personnalité qu'eux autres essaient d'offrir. Donc, le vigneron, qui est un agriculteur, la plupart du temps, c'est comme ça qu'ils se définissent, essaie de faire des produits qui leur ressemblent, qui leur plaisent, et puis, donc, en gardant des petits rendements, donc un contrôle sur la qualité. La plupart des vignerons, dans ce mouvement-là, c'est un grand mouvement, les vins nature, puis ça commence à peine à percer le marché québécois, puisqu'il y a un joug, un monopole d'État qui est en train de faire la place à ça, c'est dire que le mouvement prend de l'ampleur. Sauf que le palais des gens n'est pas formé du tout à cette espèce d'instabilité-là, puisque un vin, comme on retrouve à la SAQ, les produits réguliers, c'est des produits qui sont standards, année après année, cuvée après cuvée, bouteille après bouteille, jour après jour. Et puis, les vins nature, c'est pas ça, c'est vivant. Des vins nature, pour moi, c'est comme du pain, c'est quelque chose qui est changeant. C'est peut-être instable dû justement au fait qu'il n'y a pas de sulfite ajouté. Donc, le sulfite, il y en a qui en rajoutent un petit peu à la mise en bouteille. On dirait que je suis venu parler de vin. Non, mais on aime ça, le vin, on aime ça. Mais vraiment, pour moi, ça a pris beaucoup de place dans ma vie. C'est devenu une philosophie, un état d'esprit aussi, puis ça me dicte ma façon de cuisiner également. Vin nature, mettre en valeur, ça reste une éducation. Donc, comme les gens ne sont pas habitués à ça, c'est un travail de tous les jours que de faire accepter aux gens de boire ça. Puis c'est peut-être le plus gros défi au Pastaga, d'arriver à faire aimer le vin nature aux gens. Au départ, je voulais, en ouvrant le Pastaga, mettre ça en valeur, le vin nature, et puis faire de la nourriture un peu plus discrète, un peu plus simple à faire, dans le sens où je pouvais par la suite me retirer, prendre du temps, m'occuper de mes 2 petites filles, et puis faire en sorte que l'équipe en cuisine fasse bien leur travail, le fasse simplement comme je voulais le faire. Mais avec les années de la montée de lait, il y a des gens qui sont devenus fans, entre guillemets, et puis ils étaient à la recherche, ou ils sont encore à la recherche d'une certaine gastronomie, quelque chose d'un peu plus développé, d'un peu plus travaillé. Moi, à la montée de lait, j'essayais de me casser la tête, de toujours essayer de trouver une idée originale, une technique originale. Pourquoi pas pocher un filet de veau au lieu de... des choses qui sortent de l'ordinaire, puis qui... Mais là, j'ai plus envie de ça. Je ne rajeunis pas. Hein? J'ai 35 ans. J'ai des cheveux gris. Mais surtout... Mais, merci. C'est ma mère. Faut pas... faut pas partir de rumeur. Mais bref, voilà. Maintenant, on a un peu changé d'orientation du Pastaga, puis on s'amuse de la même façon. On s'amuse en essayant de travailler des producteurs, avec des petits producteurs régionaux. Puis je pense qu'on réussit à bien faire ça. C'est une super belle équipe aussi. Je pense que la force d'un chef, c'est souvent l'équipe qui est derrière. Quand tu as une équipe faible, ça devient difficile servir 120 clients de façon adéquate. Puis là, ben, j'ai une super équipe. J'ai un roux en cuisine. C'est un chef de cuisine qui est roux. Mais qui est... il y a des roux dans la salle, je le vois.
Oui, c'est Fred Boucher, chef Boucher, on peut le voir, on a pu le voir. On va le revoir à Top Chef Canada. Ouais. Et puis, bon, il a sorti au premier show, mais en tout cas, je ne suis pas supposé en parler. On recommence, OK? Coupé. Donc, voilà, le Pastaga, c'est ça. C'est une place qu'on a ouverte avec 1,32 $. Louis-Philippe et moi-même, on est deux amis de longue date. On est deux cuisiniers à la base. Maintenant, lui s'occupe plus du suivi comptable au quotidien. Il s'occupe de s'assurer que les toilettes sont réparées, tous les jobs que je n'ai pas envie de faire. Oui, bien, en tout cas, pour certains, j'imagine. Puis, ben moi, je reste un peu l'identité, en fait, du Pastaga. J'essaie de le faire le mieux possible. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on travaille un produit qui se retrouve un peu au menu du Pastaga, du moins de ce que je vois sur les internets, souvent. Oui, bien, les internets. Nous autres, on s'est rencontrés, puis tu m'as offert de venir au Food Camp dans le cadre d'Omnivore. Ouais. Et puis, j'avais senti que tu avais apprécié le fait que je travaille. J'aime bien les thématiques parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir rien à dire. J'avais fait à Omnivore un plat exclusivement, j'avais appelé ça 100% sang. Donc, tu sais, je jouais avec des mots aussi, où tous les items, tous les éléments dans l'assiette contenaient du sang. Donc, j'avais fait une grosse tartine, en fait, de pain de sang avec un écrasé de boudin sur le dessus, un bison cuit sous vide hyper saignant, puis un jus monté au sang. Donc, pour moi, ça allait chercher, il y avait une thématique, une direction, puis c'est comme ça que j'essaie de travailler de toute façon en cuisine, en ayant une idée. Et puis, donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer ça, parce que aussi, ça permet d'amener une touche humoristique. Pour moi, ça me fait rire, tu sais, une assiette qui est composée exclusivement de sang. Puis, en imaginant encore quelque chose d'original, la peau, aujourd'hui. Venu parler de peau. On aime la peau. Donc... C'est du thé glacé. Donc, au niveau de la peau... C'est quoi, là? C'est le ton que ça, tu vas... Oui. Bon, la peau. OK? Pourquoi? Oui, la peau. La peau. Ma petite fille qui a 3 ans, Simone, je fais des poulets rôtis à la maison. C'est en train de devenir son mets préféré. Mais le mets préféré de Simone, en fait, c'est véritablement la peau du poulet rôti. Donc, évidemment, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puis on recrée cette peau-là. Dans le fond, on va voir un petit producteur, un petit boucher de volaille. On va chez Fernando, par exemple, à Montréal, puis on achète juste de la peau, puis ça coûte rien. Ça devient intéressant, ça devient rigolo. Donc, on l'a fait. Est-ce qu'on peut fermer nos téléphones, s'il vous plaît? Parce que là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est Stéphanie. J'essaie de me concentrer, puis... Bon, on ne va pas l'attendre, OK? On va continuer. Donc, la peau, pour moi, ça devient drôle. C'est sûr que sur une volaille, la peau, on essaie de la faire croustillante. Avec Danny Saint-Pierre, mon homeboy dans le temps, je travaillais pour lui derrière les fagots. On a été une belle équipe pendant 1 an et demi. On essayait toujours de casser les dents des clients, en fait. Donc, sur la volaille, on essayait d'avoir la croûte, la peau la plus croûtée possible. Et puis, donc là, on se détache de la chair, puis ça nous permet de travailler la peau. On pourrait utiliser cette peau-là pour emballer. Yeah. Je me demandais, tu étais où? Parce que tout seul, là, je n'avais pas l'impression que j'étais capable d'y arriver. On peut l'utiliser à toutes les sauces, en fait, cette peau-là, on pourrait faire des ballotines puis rendre mettons, un morceau de chair de poisson croustillant si on l'enveloppe là-dedans, puis on finit par faire poêler, par exemple, chaque face de cette peau-là. On pourrait mettre dans un moulin à café, faire une poudre de peau, juste pour aller chercher une petite texture façon chapelure. Et puis, ben, on pourrait juste aussi la manger comme des chips. Ça serait super bon, j'en suis persuadé. Mais dans le fond, pour moi, ça devient drôle parce que ça sort un peu des sentiers battus, mais pas tant que ça, parce que c'est des références que tout le monde a également. Ça fait peut-être partie aussi de la philosophie dans le genre la peau, des fois, on a peut-être tendance à mettre ça au vidange. C'est peut-être gras, mais c'est bon. Très gras. Mais dans le fond, c'est d'utiliser tout à 100% directement le produit. Ouais. Effectivement. Aucune perte. Effectivement. Mais même la peau du poisson, par exemple, dernièrement, je suis peut-être moins dans ce délire-là, de laisser les peaux sur le poisson, mais dépendamment du poisson.
mais je trouve que ça goûte un peu fort. Mais c'est quand même le fun d'avoir cette texture-là, d'avoir la possibilité d'avoir une texture croustillante sur un poisson moelleux. Mais les gens, malheureusement, ont l'impression que c'est une erreur qu'on a laissé la peau du poisson pour faire beau, alors que c'est pour faire bon, puis aller travailler les textures. Donc, j'invite aux intéressés, finissez vos peaux dans les assiettes. Nous autres, ça nous rend heureux de faire une peau parfaite, volaille, poisson, puis de la servir de cette façon-là. Tu sais, c'est pas... des fois, c'est un autre sujet, je fais des salades d'herbes, je travaille beaucoup le persil, j'adore le persil. Mais les gens pensent que c'est de la décoration, mais c'est encore pas avec du persil. Il faut la manger aussi, en tout cas. Bref, il y a toujours... La peau du porc, par contre, ça, c'est vraiment une des peaux les plus intéressantes, à part la peau humaine. Je ne peux pas te contredire là-dessus. La peau du porc. Les Sud-Américains font des chicharrones. Je me souviens d'avoir marché. David Forbes est dans la salle, mesdames et messieurs. J'essaie de faire aussi bien que lui. Quelle belle présentation. Il était super gêné, super stressé juste avant de commencer, puis il ne voulait plus débarquer. J'avais l'impression que je n'allais jamais pouvoir faire mon truc. Bravo. Les chicharrones en Amérique du Sud, où c'était les flancs entiers qui se trouvent à être explosés de friture, puis ça, c'est assez spectaculaire. Mon plat fétiche, en fait, un plat qui me suit, puis que je mets en valeur, les producteurs de Gaspard, les porcelets de lait, où ils font leur propre mélange de lait qu'ils nourrissent. C'est un peu l'entreprise phare de ma carrière. C'est ceux que je mets le plus en valeur parce que c'est des gens qui travaillent énormément. C'est des gens qui mettent au monde les porcelets, puis la plupart du temps, c'est eux qui m'apportent la livraison. Tu sais, c'est un peu ça le but, de savoir d'où ça vient. C'est toujours, tout le monde a le même discours, de savoir la provenance, de travailler local. Mais là, dans ce cas-ci, tu sais, de serrer des mains, ça devient des relations humaines aussi. J'ai pas envie, un producteur de porcelaine qui m'appelle, je suis désolé, je suis pris, tu sais, je suis déjà en relation avec quelqu'un, et ça depuis des années. Je suis très fidèle. OK? Y a-t-il des pots qu'on peut mettre complètement de côté? Je veux dire, ça, des pots? Une peau, tu me dis, prends pas ce pot-là. C'est une façon de dire, là. On n'a pas vraiment accès à tant de peaux que ça. L'agneau, c'est gras, mais il n'y a presque pas de collagène là-dedans. Bison, ça n'existe pas. La peau de bœuf, tu ne veux pas aller là, tu veux pas... ça vient du cuir, de toute façon, mais ça, je ne suis pas venu parler de ça. Les peaux les plus intéressantes, à part celle du poisson, des volailles, c'est la peau de porc. Chicharrones. Et puis, donc, quand je suis allé à un moment donné en Espagne, à Barcelone, je suis allé manger chez Abac. Et puis, il y avait un petit porcelet qui était à peine né, c'était un cochonillo. Et puis, la longe au complet, avec le flanc, était grande comme ça. Donc, tu sais, sur un porc véritable, sur le porcelet, admettons, il est gros comme ça, des porcelets de 27 kilos, 27-28 kilos. C'est long comme ça, puis sur un porc normal, si tu veux, on peut le faire ensemble. C'est pas si gros que ça, mais c'est très gros. Puis là, d'avoir ça entier, c'est carrément un demi-porcelet que j'avais dans mon assiette. Il l'avait fait, puis je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il avait fait exactement, mais j'ai déduit, bien sûr, qu'il avait été confit avec la couenne. Et puis, il avait réussi à faire croustiller ça, un peu comme un chicharrones. Donc, c'est deux techniques qui se rencontrent, le confit, le chicharrones, et pour en arriver à cette espèce de croustillant-là versus la chair bien tendre. J'ai essayé de refaire ça en revenant. J'ai commandé des porcelets entiers, puis je me suis rendu compte que quand je laissais la peau sur le flanc, c'est là que j'avais les trucs les plus intéressants, puis c'est devenu un peu le plat fort dans le temps de la montée de lait. Et puis maintenant, au Pastaga, les gens viennent pour ça, puis on vend 50% des clients mangent un porcelet, la poitrine de porcelet. Puis je pense que c'est donc un signe que c'est pas si pire, tu sais. Mais... Dans la préparation j'ai rien. Quelle préparation? La préparation. De ton thon. Ah, le thon, la préparation d'aujourd'hui. Ça serait bien. Ça serait bien que ce soit aujourd'hui, en fait. Complètement. Non, mais tu es là pour me guider. Tu es là pour me dicter le temps. Ça me fait plaisir. Pour l'instant, je veux faire des chicharrones. On en fait beaucoup. Le chicharrones, c'est un peu le bacon de 2013, dans le fond, à mon avis. Et puis, c'est très facile à faire. Je ne sais pas si je devrais en parler, tellement que c'est facile. C'est la peau, bien sûr. Bon, en achetant chez le boucher, on peut en trouver. À Montréal, au Port-Meilleur, on est capable d'avoir de la peau de cochon, c'est sûr, de la peau de porcelet également. Peau de cochon, je trouve ça un peu plus
un peu plus intense, ça devient assez extrême. C'est beaucoup plus gros, beaucoup plus coriace la plupart du temps. On n'utilise que la peau. On la fait bouillir. Okay? On peut la faire braiser si on veut, mais on va la faire bouillir pendant 2 heures. On veut la faire complètement cuire, complètement attendrir. Après ça, on la laisse refroidir un petit peu. C'est bourré de collagène de toute façon. On le met au frigo, puis ça devient presque dur. On enlève le gras. Donc ici, on peut voir que c'est la peau du porc. On a tout enlevé le gras, puis on l'a fait sécher. Donc si on a un déshydrateur, ça va prendre quelques heures. Sinon, à température ambiante, ça va prendre 2 semaines. Ça fait 2 semaines. On n'a pas de déshydrateur. Il va falloir qu'on se fasse financer. Et puis, ça, c'est peut-être le moment le plus spectaculaire, c'est quand on le dépose dans la friture, ça explose littéralement, tout le collagène finit par quadrupler en volume. Et puis, je ne sais même pas si je devrais le mettre au complet, celui-là. Je vais essayer juste un petit bout, puis on va voir. Peut-être pour le monde en avant, peut-être. Oui, c'est ça. Attention. Écoutez, je pense que vous vivez dangereusement. Si vous êtes assise là, c'est certain. Ben, assis et assise, pardon. Donc, il va nous falloir la caméra avec la magie. Soyez patient. Donc, non, finalement, je pourrais le mettre au complet, mais oui, ça marche. Regardez, ça change de forme, ça change de texture, ça se gorge de gras, puis ça change de volume également, ça devient un monstre. Pardon? C'est frit. Donc, regardez le deuxième morceau de peau. Puis là, on ne peut pas dire... Non, d'habitude, les gens applaudissent à ce moment-là. Ouais. La peau vous dit merci. Donc, regardez ce morceau-là, c'est assez spectaculaire. Puis là, le but, bon, ça sera seulement de bien saler, bien pimenter. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour le tabasco dernièrement. Donc, plein de tabasco, plein de zeste de citron vert, jus de citron, puis ça se mange comme du popcorn. Avec la propriété santé du popcorn, sans... Ben là, c'est ça. C'est le but, à un moment donné, c'est d'avoir du plaisir. Des fois, dans la friture, il y a du plaisir. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Donc, chicharrones. Tabasco ou sinon, piment d'argile. Un piment, moi aussi, j'aime beaucoup la gang de Société Orignal. Ils font un super beau travail de dénicher les producteurs, ensuite de revamper le look. Et puis, ça donne des produits comme l'huile de tournesol des cèdres, l'appelle volte-face. C'est magnifique. Moi, de toute façon, ça fait longtemps que je n'utilise plus d'huile d'olive puisque ça vient de l'autre bout du monde. J'utilise juste cette huile-là en format géant. Des pintes. On prend des pintes d'huile de tournesol biologique. Le piment d'argile est également un super beau produit. C'est un peu la réponse québécoise au piment d'Espelette, en fait. Et puis, ils font du super beau travail. C'est à prendre en photo. Même d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse concernant l'huile de tournesol. L'année passée, on avait eu justement la Société Orignal qui était là, qui avait présenté ce produit-là. C'était Christian Lemelin du Toast et du restaurant SSS à Québec qui avait apprêté. Il avait mélangé l'huile avec un... Oh, j'ai la chance de faire comme à TV. Qui dit « Ah, vous n'êtes pas là? » Oh, j'ai un artère. Non, c'est correct. C'est bon. Quand même intéressant. J'ai pas de sel parce que tout ce que j'avais, c'est du sel fumé que j'ai volé à David Force pendant qu'il était en train de chercher un café. Donc, c'est un peu des gros morceaux quand même. Donc, là, c'est pas salé. On peut aller chercher. C'est quand même cool. C'est très facile à faire. C'est long, il faut être patient, mais ça peut être très amusant. C'est-tu l'inspiration des oreilles de Christ un peu ou... Ouais, mais les oreilles de Christ, c'est pas bon. C'est dit. Ben, en tout cas, j'essaye d'aimer ça. À chaque fois que je vais à la cabane à sucre, puis je trouve ça immangeable. Une cabane à sucre, excusez-moi, le lapsus. L'oreille de Christ, moi, j'haïs ça. J'en doute pas, puis je suis sûr qu'il le fait super bien, heureusement. Puis de toute façon, il y a de plus en plus de cabanes à sucre qui se concentrent sur autre chose que avoir l'air d'une cafétéria où on verse du sirop d'érable partout, là. Heureusement. Mais je trouve que c'est encore rare. Mais moi, j'ai de la misère à trouver une cabane à sucre parce qu'il n'y en a pas dans ma famille. Il n'y a pas de cabane à sucre dans ma famille, donc c'est bien difficile d'en trouver une.
J'ai déjà un restaurant, là. Je fais déjà des présentations au food camp. Mon année est remplie, là. Je peux plus rien prendre. Peut-être question rapide. Le poisson du thon albacore, c'est chez le poissonnier? Je sais pas trop où ils ont C'est tout pas ça, facile à trouver. OK? Je suis venu un peu flasher, là, dans le fond. J'ai du thon albacore, vous pas. C'est congelé sur le bateau, c'est élevé sur le bateau. C'est dans les eaux canadiennes, côte ouest. Et puis, c'est pas un thon qui est menacé d'extinction, pardon. Oui, c'est Oceanwise. Puis nous autres, on l'utilise tout le temps parce qu'on aime beaucoup ça. On peut le travailler à cru, cuit. On utilise les parties. On fait plein de choses avec ça, en fait. Puis ça vient congelé. On n'a pas le choix de vivre avec. Puis c'est peut-être le seul produit qu'on utilise congelé parce qu'on prône le frais. J'aurais pu amener une photo du congélateur. Il est vide. Je vous le jure. Vous pouvez me faire confiance. On travaille que du frais. Et puis donc, aujourd'hui, le but d'imaginer le classique italien vitello tonato, veau et thon, porco tonato, dans le fond, ou puerco tonato, ça peut devenir assez rigolo. Ça devient un surf and turf également, d'une autre façon. Donc, il y a plein de possibilités d'imaginer ce plat-là. Et puis, bien sûr, la qualité des produits est excellente aussi. Là. Puis ça va être mon conseil du jour. La qualité des lames qu'on utilise, c'est peut-être souvent ça le problème. On est à la maison. Même moi, j'ai un équipement déficient à la maison. Je ne pense pas qu'on puisse cuisiner avec des couteaux. On appelle ça des couteaux de maison. Donc, forcément, ce n'est pas de super bonne qualité. Moi, je vous inviterais également à investir dans un bon couteau si vous êtes foodies. C'est comme ça qu'on dit? En effet, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment si de terme vous êtes québécois. Forcément, vous avez un intérêt, vous avez des envies, soit d'aller au restaurant ou soit de cuisiner. Mais bon, je pense qu'on se doit d'avoir de l'équipement de qualité autant qu'un produit de qualité. Je pense à Montréal, c'est chez Les Mouleurs qui offre une très grande gamme. Oui, il est vraiment très fort, celui-là. Bon, ses prix sont également très élevés. Maintenant, on peut faire le même travail que Les Mouleurs, de Guillaume, de Lille, c'est-à-dire trouver une sorte de couteau, le commander et puis l'avoir à la maison. Sinon, on va à New York. À New York, il y a des places incroyables. Sinon, de toute façon, dans toutes les boutiques de produits haut de gamme, d'équipements de cuisine haut de gamme, maintenant, il y a des gammes de couteaux qui sont intéressantes. À la limite, même les globales peuvent être parfaits pour la maison. Donc, j'ai juste tranché le thon. Mon but, c'est vraiment de le servir à cru, puis vous commencez déjà à le déguster. Donc, un petit peu de sel fumé, un petit peu de piment, juste pour compléter le clin d'œil à l'Amérique du Sud. Le piment d'argile. Et puis, c'est comme ça qu'on travaille au Pastaga. C'est super simple. David Forbes-Santo disait, dans son tartare, il garde la saveur du bœuf, mais c'est un peu la même chose, dans le fond. Le but, c'est pas de camoufler, c'est de mettre en valeur. Et puis, on peut juste y arriver avec la simplicité. Puis des fois, c'est compliqué à être simple. On veut toujours en faire un peu trop. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Chicharrones. Outre le thon albacore, aurais-tu pu prendre un autre poisson quelconque? Oui, pourquoi pas. Dans le fond, c'est sûr que le thon, un produit qu'on va manger à cru. Après ça, on peut faire ce qu'on veut. Là. Le saumon, on peut le manger cru si on veut. On peut le faire mariner. Le thon, j'aurais pu le faire mariner. Des pétoncles frais, ça se mange super bien également. Il y a toutes les possibilités du monde selon les envies, les disponibilités de tout ce qui se passe. Donc, je continue à dresser mon assiette. Là, pour un peu d'acidité, ceux qui ont goûté déjà, on est allé chercher cette acidité-là avec un gel de pamplemousse. Bon, pamplemousse local, non, malheureusement. C'est peut-être la seule exception. Puis il y a une chance qu'on a ça l'hiver. L'exception, surtout, c'est d'avoir des produits, des fruits tropicaux. Et puis, sinon, à ce moment-là, si on n'a pas ça, là, c'est la mort. Puis on s'emmerde complètement tout l'hiver. Puis s'il peut finir, enfin, cet hiver-là, là, juste en passant, là. Donc, on a fait un gel, une gelée à la gare à gare, juste du jus de pamplemousse. On l'a blendé, donc ça devient soyeux, ça devient lisse. Et puis, on va chercher une petite dose d'acidité là-dedans. Nous, on fait des blobs, comme on dit.
La gélatine, aurais-tu fait le travail aussi? La gélatine, oui, mais on ne peut pas la travailler de la même façon. Là, tu vois, cette gelée-là est température pièce depuis un bon bout de temps. La gélatine en feuille ou gélatine en poudre, ça ne se garde pas à température ambiante, malheureusement. L'agar-agar peut résister à une certaine forme de température. Puis, je sais que dans le temps, El Bulli faisait des gelées chaudes avec de l'agar-agar. Fait que c'est quand même, il y a moyen de s'amuser. Donc, merci aux fruits tropicaux d'exister l'hiver. Mais c'est la seule truc qu'on commande souvent d'un autre fuseau horaire, dans notre cas. Et puis, bon, ben on termine. Ça aurait pu être. On faisait avec du citron vert, mais l'acidité jouait énormément avec l'effet gélifiant de l'agar-agar. Fait qu'on a décidé de garder l'agrume, pamplemousse. Mais citron vert, c'était probablement ce qui allait le mieux. Aucun sucre dans ton mélange de pamplemousse? Absolument aucun sucre. Donc, pousse de coriandre, puis on ferme les yeux. On est au Mexique. On est Mexico DF. J'ai fini, moi. Ça a l'air excellent. C'est pas pire. Il y en avait dessus qui avaient des petites questions. Moi, j'en posais une de plus. Au niveau des pouces, oui. Moi, sérieusement... Monsieur Daigneault, celle-là, on les trouve... moi, je suis souvent une référence à Montréal. C'est là que j'habite. Ici, c'est peut-être un peu plus complexe pour moi. Je ne connais pas les petits spots. Marché Jean Talon, chez Louis, ils ont une belle gamme de pouces. Puis ça vaut la peine, à mon avis. La barquette va coûter entre 10 et 12 $. Ça se garde moins qu'une semaine, mais il y a moyen de s'amuser. Puis c'est hyper concentré en saveur, là. Moi, ça me plaît beaucoup, mais pas tout le temps. C'est pas obligatoire, en fait. Moi, je pousse pas le fait d'avoir des pouces pour que ça soit joli. Je veux que ça soit dans le cadre d'une thématique, dans le cadre qu'il y ait un but à la présence de chaque élément, en fait. Bonjour, Martin. Est-ce que tu as déjà essayé avec la peau de lapin? La peau de lapin? Je sais que Derek Oudéana a déjà servi des oreilles de lapin frites. Intéressant. Ouais. Prendre des notes. Mais est-ce que tu as essayé avec la peau de lapin? La peau de lapin, moi, je la garde lorsque je farcis un rab, là. Mais en même temps, il n'y a rien d'exceptionnel, à mon avis, là-dedans. Il n'y a pas de point fort. Mais les oreilles de lapin, c'est super original. Je serais bien curieux de goûter à ça, là, en fait. Oui. Le pourcentage d'agar-agar versus le liquide, le jus? Très bonne question. C'est 1 1 Donc, 1 gramme en système métrique, donc 1 gramme par kilo ou par litre de liquide. On cuit pendant 1 minute, et puis après ça, ça devient une gelée super dure. On peut la travailler en la taillant, mais à la base, moi, j'aime beaucoup cet effet foisonné, là, cet effet soyeux qu'on obtient en la mixant par la suite. Ouais. Est-ce qu'on avait d'autres questions avant de terminer cette présentation? Ben, moi, j'ai eu du fun, en tout cas. Ah. J'aimerais ça être capable d'en parler un peu plus. C'est un petit producteur, Clay Pepper. C'est les jardins bio-santé. Donc, s'ils sont réappropriés, on peut les retrouver facilement sur le site de la Société Orignale. Ils font des livraisons pour les particuliers, même que c'est en train d'être une grande part de leur marché, les particuliers. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est plus facile qu'on pense de s'approvisionner avec ces trucs-là, Société Orignale. Peut-être ouvrir une petite parenthèse pour ça. On a le kiosque Terroir Québec qui déjà dispose au niveau de l'huile de tournesol. Peut-être que ça fait partie. Son site web est très complet. Il y a beaucoup de produits. Puis s'il y a peut-être une demande, lui, je pense bien qu'il n'hésiterait pas à mettre ça dans son inventaire. Je pense qu'on va terminer ça avant de passer à Stéphanie Labelle dans une quinzaine, 20 Si elle peut finir par arriver, en fait. Elle est arrivée. Là? Je pense qu'elle m'a appelé tantôt. Elle m'a appelé un moment donné. Là. Ah, c'était elle, bon. J'étais occupé, là, mais... Mais non, j'ai pris sa place. Elle me doit un cognac. Merci beaucoup, Martin. Merci.